Salut chers téléspectateurs de Global LTV, on reçoit M. Gabidan Abdourahmane qui est le directeur général adjoint du musée national Boubouama de Niamey. En ce moment où le musée est en pleine réhabilitation, il nous en dira plus sur ses travaux, comment fonctionne le musée, combien dépense le musée annuellement pour l'alimentation de ces animaux du parc zoologique. D'abord, je vais me présenter pour les téléspectateurs. C'est M. Abdourahmane Gabidan, je suis le directeur général adjoint du musée national Boubouama de Niamey. Merci de recevoir Global LTV au musée. Alors, vous êtes en travaux de réhabilitation en ce moment. De prime abord, nous aimerions vous demander de nous présenter de façon sommaire les différents pavillons de cette institution à laquelle vous êtes à la tête. Nous sommes en train de réhabiliter, si vous voulez, certaines infrastructures du musée, parce que vous savez, le musée national, c'est une des plus vieilles institutions culturelles du Niger, 1958, ce qui fait que certaines infrastructures sont fatiguées, elles sont même vieilles, il faut dire. Donc il faut réhabiliter, rénover ces infrastructures-là. On prend par exemple le cas des pavillons, comme vous avez dit. Nous avons le pavillon classique, donc nous avons le pavillon des instruments de musique, nous avons le pavillon des costumes, nous avons le pavillon de la paléontologie et de la préhistoire, nous avons le pavillon de l'archéologie, nous avons un pavillon de l'uranium, nous avons un pavillon du pétrole. Donc vous voyez tous ces pavillons-là, les plus vieux, c'est-à-dire le pavillon des instruments de musique et le pavillon donc, de la paléontologie. On est en train si vous voulez, de revoir un peu la muséographie, si vous voulez, de ces pavillons-là. Ce sont des installations très anciennes qui aujourd'hui ne répondent pas, si vous voulez, parce qu'il y a une évolution quand même dans la muséologie aussi. Et ces pavillons-là ne répondent pas, si vous voulez, aux normes qui sont recherchées aujourd'hui. Si on revient au pavillon des instruments de musique, il est très restreint, il est petit, donc on est en train de l'agrandir, on va le multiplier par 2 ou même par 3. Donc c'est même fini, nous sommes dans la finition, donc ce qui fait qu'il aura une quantité beaucoup plus importante d'instruments de musique qui seront placés là-bas. Si vous prenez le pavillon de la préhistoire et de la paléontologie, c'est un pavillon qui n'existe pas depuis 2011. On a enlevé ce qui existait dans ce pavillon-là, alors que c'est un des pavillons les plus importants pour l'éducation, pour la connaissance de l'histoire de l'homme, pour la connaissance donc de l'évolution de l'homme, depuis, si vous voulez, l'homo sapiens, depuis l'homo sapiens jusqu'à nous. Donc ce pavillon-là, il est très important. Nous allons, cette année, Inch'Allah, dans la réhabilitation, nous avons déjà commencé, nous avons déjà fait, si vous voulez, les plans, et Inch'Allah, on va le reprendre cette année. Nous avons le pavillon de l'archéologie, qui est aussi un pavillon qui a été fait dans les années 70. Il est fatigué, l'exposition est vraiment, si vous voulez, vétuste. On va aussi le reprendre. Nous avons déjà fait aussi le plan et nous avons essayé donc nous avons fait déjà le TDR pour la reprise, si vous voulez, de ce pavillon-là. Voilà par rapport au pavillon. Merci, c'est une question très importante et c'est une question qui va apporter un éclaircissement pour nos visiteurs. En fait, le musée national du Niger, comme certains musées nationaux, si vous voulez, en Afrique, nos musées, ce ne sont pas les musées comme les musées européens. Le musée national de Niamey, c'est un musée, si vous voulez, qui met l'accent sur les communautés nigériennes. C'est vrai, on peut recevoir des touristes, mais nos visiteurs ne sont pas des touristes, nos visiteurs sont des Nigériens. Et c'est ça qui est important justement. Il faut que les Nigériens viennent voir leur culture, viennent voir leur histoire. C'est ça qui est important. Les touristes peuvent venir, mais nous, de prime abord, ce que nous mettons devant, c'est il faut que les Nigériennes et les Nigériens viennent au musée pour connaître leur culture, pour connaître leur patrimoine, connaître leur histoire. C'est ça qui est important d'abord. Et à travers ça, c'est la cohésion. Le musée national a été fait dans un sens, si vous voulez, de cohésion. C'est un Niger en miniature. C'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale. Donc voilà, donc toutes les ethnies se retrouvent ici. Et c'est ça. Et dans la diversité là, nous
partons vers, si vous voulez, la cohésion sociale, vers l'unité nationale. Ce qui fait que nous, ici, nos visiteurs, si vous voulez, sont les Nigériens. En 2024, nous avons eu 158 700 visiteurs. 158 000 visiteurs. Et sur les 158 000 visiteurs, nous avons 1599, avec précision, des visiteurs étrangers africains. Étrangers africains. Et vous savez combien de touristes on a eu? 476. 476 sur 158 000. Donc ça veut dire que nous, quand on prend, si vous voulez, de tout temps, le taux des touristes, les touristes ne fait pas ce 0,1, 0,2, on n'a jamais eu 2% des touristes. Donc les touristes ne sont pas, si vous voulez, les visiteurs fondamentaux au niveau du musée national. Ils viennent, on veut bien que des gens extérieurs viennent voir notre culture, mais je dis bien, ils ne sont pas en tête de nos visiteurs. Notre cible, c'est surtout les Nigériens, c'est les élèves, c'est les étudiants, c'est les chercheurs. Et maintenant, les autres visiteurs africains qui viennent aussi voir le Niger, voir la différence entre le Niger et leur pays, voir aussi ce qu'on a en commun, ce qu'on partage en commun. C'est ça la culture. Dites-nous, en ce moment, on voit que le musée est très propre, on voit beaucoup de tabourets beaux et tout ça. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour que ce musée soit toujours propre? Quelle est votre stratégie? La stratégie, elle est très simple parce qu'il faut partir toujours d'un problème, un problème réel. Le grand défi qu'on avait au niveau du musée, c'est la salubrité. Et pendant longtemps, les visiteurs se plaignaient beaucoup de la salubrité. Et nous sommes dit que c'est un défi, il fallait donc vraiment s'occuper, il fallait vraiment s'attaquer à ce défi. Et Dieu merci, la première stratégie, c'est que nous avons recruté, donc, si vous voulez, ce qu'on appelle des balayeurs. On a une équipe de 10 personnes qui travaillent tous les jours, sauf les dimanches. Je dis bien tous les jours, de 8h à midi. Ce qui fait que, vous voyez, le musée est vraiment propre. En tout cas, par rapport à la salubrité, c'est devenu de l'histoire ancienne. La salubrité, vous-même, vous pouvez juger et que vraiment, d'ailleurs, vous les voyez, l'équipe, elle est là, devant vous. Donc, on a une équipe qui est là tous les jours pour que le musée soit propre. Deuxièmement, nous avons mis l'accent au niveau des cages. Vous savez, avant, il y a la viande. La viande, souvent, elle peut faire 2 jours. Donc, ça pourrit. Et effectivement, ça sent mauvais. Et les gens disent que non, le musée ne sent pas bon, le musée sent mauvais. Alors ça aussi, on a réglé en ce sens que nous avons donné des instructions fermes. La viande, quand elle passe la journée, on la lève, on la dégage. Si les animaux, si les carnations ont mangé, le reste là, on enlève. Donc voilà pourquoi vous ne sentez pas, si vous voulez, que le musée sent mauvais. Donc ça, c'est comme ça qu'on est. Maintenant, par rapport à l'embellissement aussi, vous savez, le musée, c'est un endroit qui doit être embelli, et qui doit être vraiment joli avec les fleurs. Donc on a mis un accent très important par rapport, si vous voulez, à l'embellissement. Donc ce qui fait que vous voyez partout, on a mis les fleurs. Par rapport à l'alimentation, effectivement, c'est aussi un des défis qu'on a, l'alimentation du musée au niveau des animaux du musée national. Nous avons une diversité d'animaux ici. Et c'est ça que peut-être les gens ne comprennent pas. Nous avons des carnassiers qui ne mangent que la viande. Et même par rapport aux carnassiers, il y en a qui ne mangent que la viande. Les marabouts, tous, ils mangent la viande. On a des animaux qui ne mangent que la paille. On a des animaux qui ne mangent que des criquets. On a des animaux qui ne mangent que des poissons. On a des animaux qui ne mangent... Vous voyez, donc c'est une diversité d'aliments. Il y a des animaux qui ne mangent que le son. Donc on a une diversité d'animaux et une diversité donc, au niveau de l'alimentation. Le premier, si vous voulez, défi qu'on devait citer, c'est par rapport à l'alimentation. Parce que vous savez, quand vous avez un animal qui ne peut pas dire que j'ai faim, vous avez une obligation morale et spirituelle de le nourrir comme il le faut. Donc, c'est fait que nos animaux, si vous voulez, vraiment, on met l'accent par rapport à ça. Et pour, si vous voulez, le montant, cette année, en 2024, nous avons dépensé 58 millions. 58 millions pour l'alimentation donc des animaux. Maintenant, mensuellement, en tout cas, ça tourne entre 800 à 1 million 500 000. Parce que ça dépend, je dis ça dépend, parce qu'il y a des moments où les animaux meurent, parce qu'on a des contrats avec l'abattoir, on a des contrats avec les marchés des bétail. Donc quand il y a des périodes où les animaux meurent beaucoup, donc dès qu'il y a un animal qui meurt, on nous signale, nous on prend. Donc il y a des mois où on a des carcasses. Vous voyez, donc ça dépend. Voilà pourquoi il y a une fluctuation. On n'a pas un montant
un montant, si vous voulez, unique, un montant standard par rapport à l'alimentation. Je dis, il y a des mois où on va jusqu'à 800, il y a des mois où on va jusqu'à 1 million, sinon il y a des mois où on va jusqu'à 1 500 000, ça dépend. Il y a aussi des moments où on fait des stocks. Puisque nous sommes dans un pays, si vous voulez, par rapport à la paille, il faut faire des stocks. Même par rapport à la viande, souvent on fait des stocks, parce qu'on ne sait jamais. Ici, on fait des jours où on n'a rien, il y a même les marchés. On peut aller au marché et ne pas avoir un âne, par exemple. Donc voilà pourquoi on fait des stocks. La paille aussi, on fait des stocks. Chaque 3 mois, on fait un stock qui nous permet vraiment d'avoir vraiment de quoi nourrir les animaux. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté cette invitation. Quel est votre mot à l'endroit de tous les Africains et du monde entier, puisque Global LTV est un média international? Merci beaucoup Marc par rapport à cette question. Le mot de la fin par rapport aux Africains, c'est que, en tout cas aujourd'hui, nous Africains, ce que nous voulons dire, il faut que les Africains sachent que la culture, leur patrimoine, on n'a pas mieux que ça. Aujourd'hui, quand on perd tout, on peut perdre tout sauf sa culture. Donc aujourd'hui, nous sommes, et surtout encore aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous voulons mettre l'accent sur notre histoire, nous voulons mettre l'accent sur notre culture, nous voulons mettre l'accent sur nos valeurs propres, parce que nous avons des valeurs pour développer notre continent, pour développer nos pays. Donc la culture aujourd'hui, c'est l'élément, si vous voulez, c'est l'élément fondamental, c'est un pilier pour le développement. Vous ne pouvez pas vous développer si vous mettez la culture à côté. Donc la culture, si vous voulez, ou le patrimoine culturel à travers la culture, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le fondement. Merci d'avoir accepté l'invitation de Global LTV. À très bientôt avec un autre invité. Au revoir.